Bonjour et bienvenue. On se retrouve pour un nouveau podcast de design et collectivité. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui t'aident à développer une carrière créative qui a du sens. Alors, si tu es designer engagé, reste bien parce que dans cet épisode, on va parler de comment s'inspirer pour transformer sa pratique du design. Et on va parler notamment de la collab en Guadeloupe. Alors, du coup, je vous raconte un petit peu. En ce moment, du coup, je suis en vacances et je profite à fond pour rencontrer des acteurs locaux, pour comprendre aussi quelle est leur vision de l'innovation. Je vais vous partager plusieurs enseignements d'un échange que j'ai pu avoir avec Fabienne Kondo et Georgiana Gassé. Je ne sais pas si le E se prononce. Désolée s'il y avait un accent. En gros, ce qui est super, c'est que dans leur équipe, elles vont travailler dans un laboratoire d'innovation qui est très centré sur les cultures et le territoire, avec une double insularité. Donc, c'est-à-dire que comme c'est la Guadeloupe, c'est une île qui possède elle-même plusieurs îles. Donc, c'est ce qu'on appelle le design de l'insularité, et dans ce cas-là, de la double insularité, parce qu'il y a deux îles. Donc, parmi les échanges qu'on a pu avoir qui sont intéressants, il y a justement ce fameux design insulaire. Ça va permettre notamment de créer de nouveaux services publics qui sont uniques en France, adaptés aux modes de vie locaux. Il faut vraiment imaginer que vous avez par exemple un logiciel qui est utilisé par plusieurs administrations françaises, mais que dans le cas de la Guadeloupe, il y a des besoins plus spécifiques pour, par exemple, envoyer un professeur travailler sur une autre île. Il faut que dans le logiciel, on puisse sélectionner le bon professeur pour faire en sorte aussi qu'il puisse être positionné à un endroit où il va pouvoir faire les 1 heure de bateau matin et 1 heure le soir pour pouvoir rentrer chez lui. Oui, c'est des anecdotes vraiment empreintes de design et de territoire, d'expérience usagée. C'est ça qu'on adore en fait. Une deuxième chose qui était intéressante dans l'échange, c'était designer à partir de la case. Donc, en fait, c'est l'idée que pour commencer à créer, accompagner des personnes, ça commence en fait par le chez-soi. Sa propre famille, en fait. Comment on design au sein de sa propre famille. J'avoue, j'ai adoré. J'ai trouvé que Georgiana, quand elle m'a partagé cette info, que c'était un banger. C'était waouh. Je me suis dit, ah mais c'est intéressant de designer dans l'écosystème familial. Après, du coup, elle évoquait le fait de designer dans sa rue, dans son quartier, jusqu'à son lit. Donc en fait, d'avoir un design qui est progressif, qui part en fait du foyer pour aller sur le territoire. Et tout en le faisant de façon collaborative, parce que à chaque fois, en fait, c'est différentes échelles, je vais l'appeler comme ça, de communautés, de groupes d'individus qui se réunissent pour parler, échanger en fait de projets, de vision, en fait, de vie et de mode de vie notamment. Ensuite, le troisième point intéressant, c'était d'avoir une vision 360 pour articuler l'ancestralité et le futur. Ça, c'est un point qui est assez important. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu as peut-être d'autres origines ou des attaches ou des attraits pour d'autres cultures. Et ça va être intéressant de nourrir ce que moi j'appelle la transdisciplinarité. C'est vraiment, la transculturalité plutôt, mais j'aime beaucoup aussi la transdisciplinarité. Bon, en gros, la transdisciplinarité, c'est le fait qu'en fait, tu as plusieurs disciplines qui se mélangent et s'imbriquent de façon très conjointe. Tandis que la transculturalité, on est plutôt sur le fait que c'est plusieurs cultures aussi qui s'hybrident. C'est pas de l'inter, parce qu'en l'inter, tu peux avoir vraiment deux choses qui vivent en fait côte à côte, tandis que dans la trans, c'est vraiment plus ou moins une sorte de fusion, une imbrication. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, deux cultures se comprennent suffisamment bien pour pouvoir évoluer, travailler ensemble et penser et réussir à penser l'une pour l'autre. Donc c'est plutôt en fait ce type d'image-là qu'il faut avoir en tête. Donc en fait, on a cette idée d'un peu avoir une vision à 360. Donc pour avoir une vision à 360, ça veut dire que tu as besoin d'avoir une bonne connaissance du territoire. Donc là, on parle toujours de la Guadeloupe, mais c'est valable aussi pour d'autres territoires. C'est en fait bien connaître le territoire dans lequel tu
travaille étude design pour penser son futur et également son passé. Voir en fait ce qui s'est passé, ce qui compte arriver pour aussi pouvoir travailler sur une dimension du design qui va être aussi historique, qui va travailler sur les personnes qui sont là depuis plusieurs générations, qui ont des choses aussi à transmettre, mais aussi sur les nouveaux habitants, ceux qui viennent s'installer, qui vont aussi découvrir le territoire. Donc en fait, c'est hybrider aussi cette notion de ce qui s'est passé sur un territoire, son empreinte, on va dire, pour mieux concevoir des choses par la suite. Le quatrième sujet, pareil, toujours une pépite, l'habitabilité de l'île. Vous vous souvenez de la citation d'Alain Findelli? Pensez l'habitabilité du monde. Et ben là, on est sur l'habitabilité de l'île. Pensez les usages, les coutumes et les espaces de vie caribéens. Ça, c'est vraiment très important parce qu'avec le réchauffement climatique et même en fait pas mal d'autres enjeux qui peuvent en fait toucher en fait une île, et ben en fait cette question des usages, des coutumes et des espaces de vie est fortement en fait parfois mise à mal ou même en constante évolution. Donc c'est comment on re-questionne ça, comment on va aussi accompagner des transitions en fait sociétales. Sur le sujet suivant, donc le cinquième, on a la partie sur l'innovation sociale et culturelle. Alors là, pareil, ce que j'ai remarqué dans le design en France, c'est qu'on a quand même un côté à un peu segmenter l'innovation culturelle et l'innovation sociale. La Guadeloupe a tendance du coup plutôt à faire les deux ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont servir de l'innovation culturelle pour aller vers l'innovation sociale et inversement, faire de l'innovation sociale pour aller vers l'innovation culturelle. Je trouve ça vraiment super parce que, en tout cas dans ma pratique du design actuellement, au sein de l'association Novum Novem, celle que j'ai cofondée avec ma sœur qui est médiatrice culturelle, et on travaille sur du design générationnel, donc un design qui a pour but d'observer les usages des différentes générations pour aussi créer du lien entre elles. Bref, je me suis un peu égarée, mais ce que je voulais vous dire, c'est que on est vraiment sur cette approche d'innovation sociale et culturelle. Mais il y a beaucoup en fait une segmentation entre les deux. Or, je pense que mêler davantage le social et la culture pourrait permettre de travailler aussi sur différents niveaux. Prenons un exemple. Concrètement sur de la transformation de pratiques aussi professionnelles ou de pratiques par exemple sociétales ou d'usages qu'ont certains habitants du territoire. Ça me fait penser à une anecdote auquel je pense, où en fait en design il y a pas mal de sujets autour des bailleurs sociaux qui ont des problématiques de jet par exemple d'objets, voire même de canapés, depuis la fenêtre d'un appartement. Vous imaginez, vous marchez dans la rue et là, bim, un canapé qui vole à 2 cm de votre tête. Bref, c'est quand même compliqué. Et du coup, il y avait pas mal cette thématique qui revenait. Et dans ce genre de cas, comment tu fais pour la traiter, pour accompagner en fait ce changement de pratique culturelle aussi? Parce que c'est vachement répandu, hein, dis donc, ce jet de canapé par les fenêtres. Donc, c'est un peu tout ça que je trouve intéressant, c'est de l'amener différemment. Et aussi penser davantage les choses en systémie. Le sixième point, c'est avoir aussi une forte pratique de conception ancrée sur un territoire. Pareil, si vous avez l'habitude d'intervenir dans différents territoires, vous allez vous en rendre compte assez vite. Il y a des territoires où il y a une dominante assez forte, par exemple autour de l'agriculture, ou d'autres territoires qui sont plus débrouillards. De fait, en fait, parce que, par exemple, en Guadeloupe, il y a le côté double insularité et qu'il y a besoin à un moment d'être débrouillard pour pouvoir apporter des solutions et ne pas, en fait, rester là à subir, alors qu'en fait, si tu n'as pas l'objet, et tu le fabriques, hein, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout le monde a un peu une sorte de culture de la conception. Et je pense que c'est important, notamment en tant que designer, quand on intervient, c'est aussi de reconnaître le fait que les autres ont une pratique créative et des processus qui sont intéressants à valoriser aussi dans le cadre d'une pratique de design ou dans le cadre d'une pratique que l'on va chercher à hybrider et à mélanger. Je fais ce parallèle-là parce que pour moi, c'est quand même important de ne pas considérer que forcément
en tant que designer, on arrive avec nos grands chevaux et on considère que notre approche est la meilleure. Alors qu'en fait, il y a des personnes qui font très bien sur un territoire où ça fonctionne comme ça depuis des années et en fait, on va pas leur dire bah non, tu fais mal. Au contraire, c'est valoriser aussi ce qui fonctionne bien pour aussi se dire comment le design peut arriver en tant que liant et soutien et non comme un outil qui va venir en fait frictionner avec des pratiques existantes. En tout cas, c'est plutôt ma posture du design qui est de chercher à hybrider, incorporer, aider, accompagner, plutôt que de vouloir opposer les choses. Et du coup, pour conclure, en fait, l'échange se terminait sur une citation que j'aime bien, qui est « Si tu ne connais pas les cultures créoles, tu ne peux pas faire du design en Guadeloupe ». Voilà, pour moi, tout est dit. Et je pense que c'est très important aussi pour d'autres territoires, pour ne pas plaquer des représentations personnelles que l'on peut avoir et des clichés et des biais cognitifs sur les territoires dans lesquels en fait on travaille et dans lesquels on design. Et ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. C'est pour ça que la notion de territoire vécu et de designer aussi sur des territoires qu'on expérimente a aussi beaucoup d'avantages. Des inconvénients aussi, parce que du coup, on peut aussi avoir des représentations liées à notre vécu du territoire. Et toi, à quel point ton territoire t'influence dans ta pratique professionnelle ? Je suis méga curieuse de savoir comment en fait ça transforme peut-être ta perception du design, ou ta façon d'accompagner des projets, ou même en fait ton rapport à la culture. Peut-être qu'en fait il y a des choses que tu as découvertes et que tu souhaites partager, donc n'hésite surtout pas. En tout cas, les points à retenir, c'est que pour faire du design, il faut s'ancrer sur un territoire et s'aligner à la fois à titre personnel avec ce qui est fait sur le territoire, mais aussi à titre professionnel pour concevoir de façon juste. Hâte de vous retrouver pour un prochain épisode des podcasts. J'espère que le petit bout de fond nuit antillaise vous plaît. En tout cas, à bientôt!